Allez, comme ça vous m'entendez mieux. Ah, il y a quand même du monde, hein, c'est pas mal. Hein. Pour une presse de management, finalement, hein, c'est pas de la tech, c'est-à-dire pas de Java, pas de Python, tout ça. Là, ouais. La porte est ouverte, hein, c'est pas une prison, on peut s'échapper, il n'y a pas de lézard. Quoi. Allez, je vais vous faire un AX un peu inhabituel pour une conf technique. D'abord, la première question, c'est qui a affaire à l'organisation des équipes techniques ici dans la salle? Des managers, des tech leads. Putain, vous êtes vachement nombreux, quoi. Hein. C'est bien. Hein. Et vous travaillez plutôt dans des petites boîtes, genre moins de 10, moins de 15, plutôt des moyennes, genre 15 à 100, et des très grosses. Ouais, donc il y a de tout, quoi. Donc on va avoir un bordel multitaille, c'est cool. Et ça se passe bien, vous êtes content avec l'organisation de vos équipes techniques? Faut voir. Non? Et qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas content? C'est la direction. On est d'accord. Eh oui, je sais. Mais c'est vrai, 90% des problèmes d'organisation d'équipe technique sont imputables directement à la direction ou au management. On ne va pas se voiler la face. Moi qui suis un manager depuis déjà plus de 20 ans, je peux vous dire, j'en ai ramassé des merdes. Donc c'est clair. Et qu'est-ce que vous voudriez changer dans l'organisation de vos équipes? Le nombre, la forme, la gouvernance, c'est quoi qui pose problème dans vos équipes? La communication dans l'équipe ou inter-équipe? Inter-équipe, ok. Hein? Dans l'équipe aussi, ouais. Oui. Ça va souvent de pair. Hein. Quand on n'arrive pas à communiquer à l'intérieur, c'est dur de communiquer à l'extérieur. Donc, bon, ok. Eh ben, on va parler un peu de ça alors. En fait, l'organisation de l'entreprise, j'ai trouvé une définition qui m'a convenu parfaitement sur le site de Slack. C'est quand même sympa, quoi. Donc je vous laisse la lire. Hein. Mais grosso modo, c'est toutes les ressources bien ordonnées capables de remplir des missions qui ont été données par l'entreprise. Okay, et ben, figurez-vous que ça a bidouillé le cerveau de gens très très intelligents. On en a même fait une science de management. Hein, l'organisation, on fait des enterprise architectes maintenant, hein, des mecs qui sont supposés faire de l'urbanisme, de l'organisation, de la modélisation, et donc qui sont directement en prise. Donc on fait des études pour ça. Il y a des gens, ils ont même des diplômes. Si. Grosso modo, ça a été modélisé depuis très longtemps. Je ne vous parle pas de l'organisation scientifique du travail, hein, de gens assez sympas comme Ford ou autres, mais plutôt vraiment de l'analyse organisationnelle. Moi, un auteur qu'il vous faut retenir, si jamais vous deviez en retenir un, c'est Mintzberg. Il a fait une typologie des organisations à peu près en 7 familles. Alors, de la petite boîte, donc la facture simple, on va dire, la structure simple, la petite factory, quoi, où, grosso modo, chacun se démerde, plutôt cool. La bureaucratie mécaniste, donc plutôt des gens qui vont tout processer. Des bureaucraties professionnelles, donc là plutôt des grandes entreprises ou alors plutôt gouvernementales, quoi. Des structures divisionnalisées, alors des corps avec des multiples boîtes divisées par secteur, par pays, par marché, par ce qu'on veut. Hein. L'adocratie, on va dire la vision cellulaire de l'entreprise, c'est-à-dire la vision adaptable, la version ad hoc, c'est-à-dire qui va revoir son organisation au fur et à mesure de son fonctionnement, parce qu'elle va changer de vision ou qu'elle va changer d'objectif. Et il y a les organisations de pouvoir, c'est plutôt les politiques, les gens qu'on n'aime pas bien. De ces 7 classes, grosso modo, il a théorisé et il a modélisé les flux d'informations au sein de ces organisations. Ce qu'on peut nous en retenir, c'est qu'il n'y a pas d'organisation parfaite, déjà pas de silver bullet, pas de magic wand. Vous ne trouverez jamais une forme d'organisation parfaite. Il y a toujours quelqu'un qui va vous péter les rouleaux, quoi. Il n'y a pas photo. Que ce soit le patron, que ce soit un
un membre d'une des équipes, un manager qui ne va pas être content. Jamais vous n'aurez 100% des gens qui ont gagné, quoi. Ça n'existe pas. Parce que l'organisation dépend de la taille, parce que la taille c'est important, des objectifs de l'entreprise, ça va dépendre de la structure même des métiers qu'il y a à l'intérieur, ça va aussi dépendre des gens qui la composent. L'organisation peut partir de toute l'entreprise et se décline un peu en modèle fractal sur les grands départements, les divisions, les équipes, etc. Donc ce n'est pas une vision monolithique, c'est une modélisation d'un système en partie et qui est composé. Ça rend un peu compliqué, en fait, cette modélisation. Et puis surtout, le facteur qui va changer le plus dans votre organisation, c'est la culture de l'entreprise. Je ne saurais pas définir exactement ce qu'est une culture d'entreprise, mais c'est un état d'esprit, une posture qui est partagée par grand nombre des gens qui composent cette entreprise ou sous-partie de l'entreprise. Quand vous bossez pour Danone, Amadeus ou des gens comme ça, il y a multiples cultures d'entreprise. Ça va dépendre généralement du chef de division, etc. En tout cas, l'entreprise du groupe dans lequel vous interagissez, la culture du groupe dans laquelle vous interagissez va être hyper importante sur la capacité de définir une organisation. Et alors, spécialement pour les équipes techniques. Parce que les segmentations sont encore plus vastes sur les équipes techniques que sur les autres métiers. Il y a énormément de métiers, il y a énormément de phases, il y a énormément d'angles, de visions avec lesquels on peut définir l'organisation. Que ce soit une équipe de 5 en mode Scrum Team, rien que là déjà ça peut être touchy, que ce soit des gros départements de développement, de production, la séparation du build et du run, moi j'ai jamais compris c'était quoi les différences, mais il y en a qui essayent de me l'expliquer depuis des années. Tout ça fait que des formes d'organisation, il peut y en avoir plein. Je vais accélérer parce que je ne sais pas 6 minutes sur l'introduction, on est mal. Hein. Alors pourquoi moi je traite de ce sujet? Donc je m'appelle Renaud Decombe, j'ai dans 2 jours 56 ans, j'ai 33 ans de carrière, je suis manager depuis... vous étiez même pas né, quoi. J'ai commencé en 2000, grosso modo, à gérer des équipes. J'étais moi aussi un expert technique et avant de tomber dans le management un peu forcé, quoi. Pas forcé, hein, on m'a pas tordu le bras, mais... Et ça m'a vachement plu, parce que j'avais l'habitude de parler aux machines, et puis un jour, je me suis mis à parler à des humains. J'ai été dev, j'ai été sysadmin, j'ai été DBA, j'ai été architecte technique, puis architecte d'entreprise, quand je dis qu'il y en a qui passent des diplômes. J'ai été consultant pendant 15 ans pour des grosses DSI, chez des gros clients, j'avais un costard, une cravate, tout ça c'est fini, c'est cool. Et puis je suis redescendu dans le sud, j'ai travaillé 12 ans pour Orange, je vous la fais courte parce qu'il y en a eu plein des boîtes, où là j'ai notamment géré des data centers, en tout cas des équipes qui gèrent des data centers, moi tout seul j'ai pas géré des data centers. Et puis là récemment j'ai été DSI d'une ESN, j'ai vérifié le principe de Peter, donc j'ai atteint mon seuil d'incompétence, je suis retourné à un poste un peu plus cool, qui est dans une start-up où je suis chief engineer, je ne sais pas ce que ça veut dire, si vous savez c'est cool. En tout cas, moi je gère les équipes techniques. Voilà. Mais mon rôle à moi, c'est que les équipes techniques délivrent, qu'elles soient contentes, et qu'elles soient efficaces. Et ça fait grosso modo 20 ans que j'essaye de faire ça. N'oublions pas, là-bas, je suis architecte. Donc quand j'essaye d'organiser, je modélise. Je modélise parce que si on ne simplifie pas la réalité, on n'arrive pas à la dompter. Donc je modélise le modèle opérationnel de l'entité dans laquelle je travaille. Donc je fais des couches, parce que je suis informaticien, donc je fais des modèles en couches. Donc je vous en ai mis un exemple qui n'est pas très lisible. Alors c'est un vrai exemple, hein, c'est le premier schéma que j'ai fait de l'organisation de SaaSoffice quand je suis arrivé. Quand je suis arrivé, on était 7, maintenant on est 54, ça fait 1 an. Donc on va dire que j'ai refait un certain nombre de fois l'organisation. Tout en bas, couche technique, infra, ressources. Ensuite, on monte, on va faire du middleware. Au milieu, on va mettre des applications génériques, puis des applications, en tout cas des conteneurs d'applications. On va mettre des applications, genre je déploie des binaires ou je déploie des conteneurs qui sont eux-mêmes porteurs de sens au sens fonctionnel métier. Je vais créer des services end-user et tout en haut, je vais avoir des cibles clients, des déploiements. Potentiellement, avec une code base, je peux déployer plusieurs clients en appliquant une configuration différente. Donc, j'ai bien un seul produit, mais j'ai différentes sources de déploiement. Et je vais relier tout ça.
c'est-à-dire que les services end-user consomment des applications qui elles-mêmes reposent sur des conteneurs d'applications, que ce soit des conteneurs Docker ou même des bases de données ou des serveurs web ou des serveurs d'app, peu importe, qui elles-mêmes consomment donc du middleware, des messages, bases de données aussi un middleware, et qui vont consommer des VM qui elles-mêmes consomment des serveurs. Ok, je fais un modèle qui est pas révolutionnaire. À gauche, on va mettre des services d'exploitation qui concernent absolument toutes les cases du milieu. Le déploiement, le monitoring, la supervision, le PRA, PCA, la haute disponibilité, tous les services vraiment qui permettent de faire de la prod. Et à droite, les services projets, ceux qui vont permettre d'augmenter les versions de chacun des services qu'on aura modélisés, qui soient, oui ou non, des services. En tout cas, c'est des activités qui sont assez cohérentes pour pouvoir elles-mêmes être autoporteuses de sens. Donc, je modélise l'activité de l'entreprise et notamment des équipes techniques. Ce modèle-là est un modèle fractal, comme je vous disais. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on fixe un œil de visu. Donc, ça peut être l'entreprise, ça peut être un département, ça peut être une équipe, ça peut même être un produit. Avec ce modèle-là, je peux modéliser la recette d'un fraisier, par exemple. Voilà, j'ai une couche fonctionnelle, le gâteau, il ressemble à ça. J'ai une couche logique, j'ai des fraises, de la crème, des œufs, de la farine. Puis j'ai une couche technique, j'ai une cuisine, j'ai un four, j'ai 500 grammes de beurre, et je peux décomposer avec ce modèle-là à peu près n'importe quoi qui est modélisable. Donc ça peut servir à modéliser toute activité, il faut juste lui donner une focale. Donc là, en l'occurrence, j'ai essayé d'organiser ma boîte. Donc la focale, c'était la boîte. Je me positionnais juste en haut de la boîte en me disant comment je modéliserais toutes les parties de l'entreprise. Une fois que j'ai fait cette modélisation, forcément imparfaite, forcément réductrice, forcément un peu taillée à la serpe, j'ai essayé de comprendre quels étaient les grands workflows. On ne va pas les appeler processus parce que c'est quand même un gros mot, quoi. Mais puis on est agile, hein, on privilégie les hommes et les interactions aux processus et aux procédures. Il ne faut jamais oublier ça. Mais quand même, c'est quand même bien d'avoir les grands processus de l'entreprise. Là, j'en ai pris un, c'est la gestion de la demande. Qu'est-ce qui rentre dans les backlogs? Comment je le priorise? Une putain d'usine à gaz, en vrai. Hein. On était 9 quand j'ai fait ce diagramme. Je l'ai jeté. Je l'ai jeté parce que ça n'avait pas de sens. Mais en tout cas, on avait commencé à le modéliser comme ça. Une fois que j'ai fait de la modélisation, que j'ai mis des cercles en disant tiens, je vais créer une équipe là, je vais créer une équipe là, je vais une équipe là, j'ai jamais le bon nombre d'équipes, parce qu'on était peut-être 10-12 quand j'ai commencé à organiser la boîte. Et en fait, il y avait trop de services pour chacune des équipes. Mais c'est le cas tout le temps, en fait, en vrai. Il y a toujours trop de choses à faire pour avoir une seule équipe. On n'est pas Microsoft qui met une équipe de 9 développeurs sur un bouton sauvegarder de PowerPoint. C'est juste, ça existe que chez eux, ça. Et je ne sais même pas s'ils s'en sortent, d'ailleurs. Non, je doute qu'ils s'en sortent, d'ailleurs. Bref, une fois qu'on a posé une modélisation, une fois qu'on a posé un certain nombre de responsabilités en prenant en compte les grands workflows de l'entreprise, il faut un cadre de travail. En Agile, on ne dit pas méthode, hein, on dit cadre de travail, parce que sinon on se fait fouetter par les Scrum Masters. Mais il faut quand même poser ce cadre. C'est qu'est-ce qui va faire avancer l'organisation pour délivrer tout ce qu'on a décidé de délivrer. À partir de là, on a un modèle opérationnel, une modélisation des équipes à un cadre. OK ? Et il faut les analyser ensemble et concomitamment pour faire les moins mauvaises décisions possibles. Oh, j'ai déjà parlé de ça, on s'en fout. Au final, on fait rentrer des gens dans des cases. Alors, regardez-moi bien, je déteste rentrer dans une case, c'est trop petit pour moi. Mais, néanmoins, il faut donner un minimum de contexte, de sens et de trajectoire à chacun des membres de l'organisation. Donc on est quand même un peu obligé de les rattacher. Et pourtant, il faut aussi leur donner la liberté d'aller voir ailleurs. Quand il y en a besoin, il faut savoir s'adapter. Il ne faut jamais prendre pour acquis que l'organisation va être figée. Donc, il faut travailler sur la culture. J'y reviendrai.
Donc je vous ai dit le cadre, pour moi le cadre c'est ça. 4 valeurs, 12 principes. Quand on les regarde maintenant, des fois, ça fait sourire. Je m'y suis accroché depuis que j'ai rencontré l'agilité il y a à peu près une quinzaine d'années. Je m'y suis accroché parce que j'ai jamais rien trouvé de mieux. Les individus et leurs interactions avant les processus et les outils, des produits opérationnels plutôt que de la doc exhaustive, ça ne veut pas dire pas de doc, ça veut dire qu'il vaut mieux pas passer son temps sur la doc et livrer, mais il faut quand même revenir et faire de la doc. La collaboration avec les clients, la négociation contractuelle, on l'enlève. Difficile à faire de temps en temps, mais bon, si on peut, c'est cool. Et de l'adaptation au changement, et ça c'est le plus important, plutôt que le suivi d'un plan. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de plan. Ça veut dire qu'il faut savoir de temps en temps l'oublier pour s'adapter de manière ad hoc et de savoir évoluer. Depuis 2020, le Scrum Guide dit on n'est plus auto-organisé, les équipes sont auto-gérées. Je préfère largement cette définition de 2020. Auto-organisé, vous voulez ouvrir la porte à beaucoup de disparités entre les Scrum Teams ou, on va dire, les équipes agiles. L'autogestion, ça permet de décider qui fait quoi à quel moment, dans un cadre qui est donné, avec une mission qui est claire, avec un objectif qui est posé. Donc, j'aime bien le dernier Scrum Guide 2020, qui fait rentrer le PO dans l'équipe Scrum, alors qu'avant, il n'y était pas. Bref, plein de bonnes choses dans ce Scrum Guide. Ce cadre-là, il est souvent galvaudé, il est souvent mal utilisé, il est souvent moqué maintenant, en disant l'agilité, ça ne marche pas. En fait, on n'a jamais vraiment utilisé l'agilité dans les principes. Le Scrum Guide fait 17 pages. Qui l'a lu? Complètement. Voilà. Lisez-le, je vous conseille. C'est une très bonne et très saine lecture. C'est très rapide et ça éclaire. Donc, ce cadre-là, il faut qu'il soit intégré, il faut qu'il soit expliqué, il faut qu'il soit opérationnalisé, il faut créer des chartes d'équipe, il faut leur donner du sens. Même si l'équipe dure 3 semaines, on s'en cogne. Il faut qu'à chaque fois qu'on pose quelqu'un dans un cadre, à chaque fois qu'on fait une organisation, on fait des silos. On dit oh, moi j'ai désiloté. Ben non, t'es con quoi. T'as fait une équipe à côté, une équipe de l'autre. T'as fait 2 silos. Donc il ne faut pas désiloter. Il faut faire que les silos ne soient pas étanches. C'est tout. Mais on fait des silos. La nature même de l'organisation, c'est de faire des silos. Il faut juste vraiment bien comprendre ça, quoi. Et puis le fait que l'adaptation au changement, plutôt que le suivi d'un plan, ça veut dire qu'il faut quand même un plan. Parce que si vous n'avez pas de plan, vous allez n'importe où, n'importe comment. S'il n'y a pas un objectif, si la direction n'a pas géré la stratégie, ne l'a pas explicité, ne l'a pas fait redescendre dans chacune des équipes en disant « toi, tu es responsable de cette partie-là du plan et on compte sur toi, man ». Ils sont fonctionnaires. Ils viennent et ils font ce qu'ils peuvent ou ce qu'ils veulent dans le contexte où on est là. Le changement, ça ne se conduit pas, ça se transmet. Les gens qui font de la conduite du changement perdent leur temps. Il vaut mieux impliquer les acteurs opérationnels sur le changement et leur donner un rôle plutôt que de leur dire « bon, alors maintenant je vais t'expliquer comment on va travailler ». Mais t'es qui? Je te connais pas. Bref. C'est pas si compliqué, Un modèle, des limites, un cadre. Bon, mais en fait, c'est grave la merde, en fait. Parce que dès qu'on fait une organisation, on crée des trous. On n'a pas tout prévu. Il y a des cas qui tombent au milieu. Quand il faut coordonner un sales et un tech lead, c'est la merde. 2 gens qui ne parlent pas le même langage, qui n'ont pas le même objectif, qui ne voient pas la même chose quand ils regardent le même objet. Ils ne le voient pas sous le même angle. Ils ne se comprennent pas. Un comptable avec un architecte technique. Mais pourtant, l'entreprise est obligée de faire fonctionner ses fonctions de manière cohérente. Parce que si on ne rapporte pas de blé, on ferme. Si on ne le comptabilise pas, on ferme. Si on fait que produire des composants qui servent à personne, on ferme. Il faut bien que l'entreprise cadre aussi bien le régalien que l'opérationnel. Tout ça, ça va dépendre du management, putain de management, qui ne fait pas forcément bien son boulot parce qu'on ne lui a pas forcément bien expliqué ce qu'il devait faire là aussi. Donc tout vient que le système qui est un peu organique de l'entreprise doit trouver
sa voie, doit trouver sa direction, doit trouver les moyens d'action, doit comprendre pourquoi elle est limitée en capacité, expliquer que non, on ne peut pas recruter parce qu'on n'a pas une thune. Oui, ben la dernière fois, tu as recruté ça. C'était la dernière fois, ça a changé. Mais c'était il y a 2 mois. Ben oui, mais en 2 mois, ça change. Mais pourquoi on n'explique pas ça aux gens? C'est quand même pas compliqué. Capables de comprendre, tous ingénieurs, avec des bardés de diplômes. Donc à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on ne leur dit pas? La transparence, c'est une des premières choses qu'on se doit d'avoir quand on gère une organisation. C'est d'ailleurs la première chose qu'on se doit quand on est manager. Et l'organisation dépend des managers. Parce que le manager, c'est un point central. C'est un psy, c'est un papa, c'est un coach. Des fois, c'est un exécuteur. Ça ne fait pas plaisir, mais des fois, il le faut. Un père fouettard, un garde-dev ou un garde-fou, ça dépend. C'est un rôle qui est demandant, qui est compliqué, qui demande de l'investissement émotionnel, personnel. Cet investissement-là, il coûte des points de vie, il coûte aussi beaucoup de points de bonheur, mais quand il coûte des points de vie, ils sont durs à récupérer ceux-là. C'est gratifiant, mais c'est demandant. Être un peu le servant leader, ça ne veut pas dire que ne faut pas confondre complaisance et bienveillance. Moi, le management, je ne le vois pas comme dire « Oh, Pochou, t'arrives pas, viens, je vais t'aider. » Ben non, putain, mets-toi un gros coup de pied dans le cul, puis avance, man. Enfin, si tu fais pas ton taf, il y a un souci. Si tu as un souci, tu mets l'équipe en danger. Je te laisserai pas mettre l'équipe en danger. Le manager doit servir à la fois son équipe, doit servir l'entreprise et doit servir l'objectif. Être bienveillant, ça veut dire « Ok, tu as besoin de quoi pour avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?» C'est pas de dire « Ok, viens, va sur le côté, va sur la touche, récupère. » Non. S'occuper des gens, c'est aussi leur faire du feedback. Faire du feedback, c'est compliqué. Et le feedback, c'est pas que positif. Et ça compte pour l'homogénéité des équipes et donc de l'organisation. Et c'est pas facile. En fait, comment j'ai créé cette organisation? Ça, c'est une copie d'écran du Confluence de la boîte. Donc c'est vraiment les règles que je donne. Ces règles ont déjà changé, elles ont déjà évolué, c'est normal. Quand on était 10, c'était pas pareil que quand on était 20, que quand on était 30, que maintenant on est 50. Ce que je voulais transmettre, c'est quand c'est possible, et c'est pas tout le temps possible, c'est l'organisation n'est pas une finalité, c'est un outil. C'est un outil pour améliorer les performances de l'équipe et de l'entreprise, tout en étant au maximum, évidemment, humain et compréhensif des difficultés de tout un chacun, mais dans certaines limites, forcément. Mais vous inquiétez pas, j'ai bossé 12 ans chez Orange, j'ai géré des dizaines de personnes là-bas. On arrive à hacker le système. Hein. C'est border un peu des fois, mais on y arrive. Donc même un système qui est très processé comme le nôtre, surtout en France, où il y a des instances, où il y a des règles, etc., on arrive à le faire évoluer. De proche en proche, gentiment, ou pas d'ailleurs. Mais en tout cas, si on veut le faire changer, on peut être un acteur du changement, et l'organisation est un gros levier de changement. Un très, très gros levier de changement. Quand je mets la hiérarchie est en cours de décentralisation, quand on trouvera les bonnes personnes pour les assumer. On ne peut pas nommer manager quelqu'un qui n'est pas prêt à être manager. On ne doit pas mettre le meilleur tech lead en management parce que c'est le meilleur de l'équipe, tout le monde le suit, mais il n'a pas envie de faire du management. Il n'a pas envie de faire des EI, il n'a pas envie de valider des congés, il n'a pas envie d'être l'oreille accueillante quand tout un chacun a un bobo ou une merde. Laissez-le dev, laissez-le faire de l'archi. C'est pas un manager. Si vous en faites un manager, vous le perdez. Et vous perdez 2 fois. Ce qui est dommage. Le manager, c'est pas une obligation dans une équipe. On peut avoir un bon tech lead avec un bon scrum master et se passer de manager. Et puis celui du dessus, prendre la charge un peu plus et s'étirer pour aller faire ce boulot-là jusqu'à une certaine limite. Mais il faut mieux attendre quelqu'un qui soit prêt à prendre cette animation, qui est une animation multidimensionnelle, RH, opérationnelle, gestion des plans de charge, des budgets, qu'on fait quoi qu'il arrive, parce qu'on nous les demande, et on nous les demande parce que l'entreprise a besoin de planifier le pognon qu'elle est en train d'investir, le plan de charge, quand est-ce que ça arrive, le putain de dev qu'on t'a demandé il y a 6 mois,
Ah oui, mais je suis en agile, je ne sais pas. Comment te dire? Tu n'as même pas une estimation? Bah non, bah, c'est dommage. Du coup, on va fermer. Il faut trouver la bonne mesure. Il faut trouver la bonne mesure entre cette agilité et cette gestion, vraiment. Donc, s'il n'y a pas de hiérarchie pour le faire, eh ben, il faut que le peu de managers qui est en place prennent le maximum de place pour y arriver et détectent les gens qui ont cette fibre de coach. Puisque le manager en mode servant leader, c'est pas une serpillière. Le servant leader, c'est un mec qui est au service d'eux, qui va tout faire pour que déblayer la voie, prendre les coups à la place de l'équipe, essayer de comprendre ce qui va ou ce qui ne va pas, mais derrière faire le feedback. Feedback, c'est le mot le plus important de toute organisation. Si vous faites des feedbacks, vous apprendrez à vos collaborateurs à vous en donner. Et la première chose qu'un manager doit dire à un manager, c'est que tu dois me manager de temps en temps. Parce que je n'ai pas la connaissance complète de ce que vous faites. J'ai lâché prise, c'est vous qui faites, c'est vous qui décidez. Mais si tu veux que je te coupe, il faut que tu m'expliques. Donc si je prends une mauvaise décision, il faut que tu me le dises. Si tu ne me le dis pas, on perd tous les deux. Il faut dire et faire comprendre qu'on peut tout se dire si c'est dit de la bonne manière. On peut gérer tous les conflits, quels qu'ils soient, et d'ailleurs, n'enterrez jamais les conflits, parce que les conflits, ça pourrit de l'intérieur, et ça fout une merde derrière, mais hallucinante. Il vaut mieux se faire une bonne baston, aller se boire une bonne binouse après, en disant, voilà, le compromis, il est là, je l'ai géré, on a pris cette décision, est-ce que tout le monde est d'accord? Je l'écris, évidemment. Si je ne l'écris pas, elle est partie dans le vent et c'est fini. On a des boards, on a plein de relevés de décisions partout. Putain, notez-les, ces décisions. Et votre conflit, il est fini. Et si quelqu'un ramène sa gueule, il fait bah ouais, mais t'as fait partie de la décision, man. Si t'es pas content, ciao. T'es pas dans le game, pars. Donc, le management, point central de la décentralisation de la décision. Il faut décentraliser au maximum toutes les décisions opérationnelles vers les équipes. Et le lien hiérarchique ne doit pas être un frein à l'agilité organisationnelle. Les gens doivent pouvoir se relocaliser en vous informant. Bon, je suis passé sur telle équipe parce que c'était la merde. Ah bon? Et pourquoi? Bah regarde, si j'y vais pas, on n'arrive pas à livrer ça. Si on n'arrive pas à livrer ça, bah, on n'atteint pas le sprint goal. Et si on n'a pas le sprint goal, tu vas nous défoncer. C'est vrai, c'est pas faux. Ok, vas-y, je te fais confiance. Le manager, il est là aussi pour encaisser l'information, pas forcément pour la diriger. Il ne doit pas tout décider, il doit lâcher prise à un moment donné et laisser les équipes s'autogérer. L'agilité. Ça, c'est une vraie expression de l'agilité. Le problème, c'est que de temps en temps, il faut appartenir à deux équipes à la fois. Là, c'est une zone de danger. Avoir deux têtes, c'est compliqué. Ça peut, de temps en temps, mais il ne faut pas y rester trop longtemps. Le point 4 que j'ai noté, c'est une hiérarchie légère et capable de se transformer rapidement. Alors bon, pour moi, la hiérarchie légère, c'est mort, mais il faut changer de mindset. Pour gérer l'organisation, il faut l'accompagner, il ne faut pas la forcer. Il faut l'écouter, il faut combler les vides, il faut étirer l'organisation pour qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, qu'on soit vraiment, et Slack par exemple est un outil génial pour ça, détecter les dysfonctionnements. On les détecte avec une tonne de signaux faibles, des mecs qui s'envoient chier ou des réponses qui sont décalées, ou si on est attentif, ne serait-ce qu'à Slack, en tant que manager, s'il est utilisé correctement, super outil de détection de défauts de la chaîne de fabrication que l'organisation doit représenter. Mais quand je dis se transformer rapidement, c'est prendre des décisions rapides, c'est-à-dire changer l'organisation en disant « Ok, problème bloquant, on va essayer autre chose. » Un sprint, 2 sprints, 3 sprints, ça reste, ça marche, on y va. Je tamponne, je change, j'informe, et on y va. Il faut prendre des décisions quand on a besoin de les prendre et pas d'attendre le comité de je sais pas quoi pour y arriver. Des équipes autonomes et des gens responsables, c'est le plus gros problème en fait, en vrai. C'est que des gens autonomes, il n'y en a pas tant que ça. Je ne parle pas des jeunes diplômés, hein. C'est une question de personnalité ou c'est une question de culture. On leur a appris à être complètement
désintéressés. On les a tellement gavés que maintenant, les gens ils ont du mal à s'investir dans un job. Moi, je ne sais pas faire autrement que de m'investir. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et puis, on ne peut pas en vouloir à tout le monde pour ça. Donc, il faut réintéresser les gens. Et puis, il faut leur donner envie de tracter. Et puis, surtout les jeunes qui arrivent de temps en temps et qui sont un peu en mode « je m'en balèque, de toute façon, je viens là juste pour gagner assez d'argent pour faire le tour du monde et puis après, je me tire ». C'est pas facile. Et je les comprends, putain, je les comprends. Mais l'autonomie des équipes et la responsabilité de tout un chacun sur l'objectif qu'on se fixe en équipe, c'est la base. Impossible de faire une équipe si on n'a pas cette capacité-là. Et donc, pour rendre responsables les gens, il faut bien leur expliquer. J'ai bientôt fini. Le feedback, je répète, le feedback. Il faut détecter tous les événements et jamais oublier de faire un feedback. Tu as fait un truc bien, c'est pas mal. Ah, tu t'es mis en opposition lors de la dernière réunion face à moi quand j'ai dit ça, je te remercie. C'est cool, tu as osé le faire, c'est bien. Bon, maintenant, il faut quand même que tu changes un peu, mais... non, aussi, ça arrive. Mais il faut saluer chaque prise de position. Il faut saluer chaque échec. Il faut aussi saluer chaque réussite, aussi petite soit-elle. Il faut dire, ce que tu as fait, c'est bien. La manière dont tu t'y comportais, c'est cool. Non, t'as merdé. Attention, là, ça déborde. Et réclamer le même. Il faut que la confiance et la transparence s'installent pour que manager et managers prennent leur place dans l'organisation de l'équipe et que chaque rouage comprenne qu'est-ce qu'il attend de vous et comment la transmission de valeur s'enchaîne dans vos organisations. Enfin, la transparence, le droit à l'erreur et le devoir de correction. On ne laisse pas une merde traîner, on la répare. Ah, ça me fait perdre du temps, je m'en fous. Le point, c'est la prod. Transparence, tu dis ce que tu fais ce que tu dis. Et si tu te trompes, on s'en fout, on aura appris un truc, c'est cool, on y va. Par contre, si tu te trompes 3 fois sur le même truc, là, c'est pas bon, là. Mais c'est pareil, c'est un biais d'apprentissage, ça se travaille, ça se reprend. Et ça doit s'encadrer dans les rouages même de l'organisation et dans le reporting. Faire l'organisation, c'est la merde tout le temps. Parce que du moment où on l'a fait, on en prend plein la tronche. Bah ouais, mais c'est le job, putain. Donc, l'organisation, c'est contextuel, ça dépend des gens, et ça dépend du culture et du mindset. Et le mindset s'installe grâce à la direction, grâce à ses relais opérationnels et les managers. Et j'en parlerai tout à l'heure. La posture des managers induit la posture des collaborateurs. Il faut éviter la bienveillance complaisante. Il faut de la bienveillance pour vraiment améliorer les choses et les gens. Et c'est dur. Il faut favoriser l'efficacité au temps passé. Tu pars à 4 heures, mais tu as fini tout ce que tu avais à faire. Mais barre-toi. Tu restes jusqu'à 19 heures pour faire semblant que tu travailles. Mais qu'est-ce que tu fous là? Voilà. Donc il faut valoriser ça. Il faut favoriser la culture contre l'organisation. C'est la posture de tout un chacun qui va faire fonctionner l'organisation. La compréhension du tout plutôt que de soi-même. S'effacer pour servir l'équipe. Et ça, les égos, c'est chaud. Surtout chez les dirigeants, évidemment, parce que quand on est founder dans une boîte, on veut tout organiser, tout contrôler, et c'est la pire erreur. Et le dernier slide, et après vous pourrez poser des questions, on pourra échanger en tout cas. Le mouvement DevOps, il a 16 ans maintenant, il date de 2009. Donc, je me bats depuis très longtemps pour dire je ne fais pas du DevOps, par contre, je suis dans la posture d'un DevOps. Et les 4 piliers, qui sont 5 maintenant, mais le premier, c'est la culture. L'automatisation sans la culture, c'est juste produire de la merde plus vite. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir. Automatiser un truc qui ne marche pas, mais pourquoi tu perds du temps, man? Fais-le à la main, c'est super. Une fois que tu l'auras bien fait à la main, automatise-le. Mais arrête, tu vas faire une chaîne de CI, il ne sait même pas ce que tu livres. C'est complètement con. Réfléchis. Il faut apprendre aux gens à réfléchir. Le lean, c'est pareil. Tellement plus difficile de faire simple que de mettre de la complication.
Tout le monde préférera rajouter des étapes, des tests, machin, plutôt que de simplifier la putain d'architecture qui est une putain d'usine à gaz de merde. Tout le monde va rajouter des process, alors qu'une simple discussion suffit. On fait, moi le premier, regardez mes premières versions de l'organisation, trop compliquées. Depuis, je suis revenu à... J'avais 6 équipes au début, j'en ai 3 maintenant. Il faut tout le temps se poser la question, simplifie. Simplifie les rapports, simplifie les process, simplifie les règles, simplifie les réunions, utilise le maximum de réunions que tu as déjà, etc. Faites simple. Et pour faire simple, il faut mesurer. Il faut mesurer le temps qu'on passe en réunion, il faut mesurer le nombre de livraisons qu'on fait, il faut mesurer le nombre de bugs qu'a occasionné chaque livraison, il faut mesurer la satisfaction des clients, il faut mesurer. Si on ne mesure pas, on ne sait pas où on en est. Je vous conseille de regarder une vidéo qui, moi, m'a éclairé d'un monsieur qui s'appelle François Salazar et qui s'appelle « Parce qu'on ne change pas une culture comme on change une roue de voiture ». Ce monsieur est éclairant et en tout cas, moi, il m'a fait vraiment gagner du temps. Grâce à lui, j'ai lu beaucoup de bouquins qui m'ont beaucoup aidé, mais je pense que ce n'est pas forcé de lire des bouquins pour devenir un bon manager et participer de manière active à une bonne organisation et une bonne fluidité. En tout cas, chez SaaS Office, l'organisation, c'est toujours la merde. On s'est vachement amélioré, on continue de s'améliorer et on a énormément de marge de progression. Je remercie vraiment toutes les équipes qui me supportent parce que des fois, je suis vraiment chiant, je le sais, mais je suis très exigeant avec eux, mais je suis exigeant avec moi, donc c'est normal que je sois exigeant avec eux. Et cette exigence, il faut l'apporter de manière humaine toujours. Et pourtant, des fois, on prend des décisions compliquées. Je vous remercie et je vous garantis que cette présentation a été faite sans IA. Donc on va prendre des questions, s'il y en a. Merci, c'était super. J'ai eu une petite dissonance cognitive à un moment, parce que tu as dit qu'il y a eu une évolution dans le... Je ne sais plus si c'est le Scrum... Scrum Guide, ouais. Le fait de dire que les équipes sont auto-gérées au lieu d'auto-organisées. Ouais. Et sur le slide qui montrait les principes d'agilité... Oui, c'est un vieux slide. Oui, ma faute. J'ai fait les slides ce matin à 3h du matin, donc c'est normal. Hein. D'ailleurs, ils sont pourris, hein, vous avez vu, c'est nul. Hein. Mais bon, je suis meilleur à l'oral. Oui, clairement, c'est un slide de Jean-Christophe Pagès, qui est un Scrum Master que j'adore et que je suis sur LinkedIn, mais qui date de avant la nouvelle release de 2020. Donc ce principe a été réécrit ? Oui. D'accord. Oui, ouais. C'est très intéressant de voir la différence entre Scrum Guide 2017 et 2020 en 3 ans, comment il a évolué. L'agilité évolue aussi dans son mindset et dans la capacité d'intégrer des principes d'organisation un peu plus rationnels qu'avant, où on était un peu fleur bleue, un peu bisounours. Là, on est rentré sur des capacités beaucoup plus intéressantes en termes de définition des limites de chacune des Scrum Teams. Et chez nous, par exemple, on n'est pas tous en Scrum. Il y en a qui sont en Kanban, il y en a qui sont en Scrumban. On dit plutôt Kanban dans Scrum, je ne sais plus, je m'en fous. Mais en tout cas, on essaye de laisser aux équipes la capacité de choisir le cadre dans lequel ils évoluent. Moi, par contre, je suis garant du cadre global. Donc, j'ai imposé certains invariants. Par exemple, tout le monde a un board et tout le monde est sur Jira, parce que aujourd'hui, même si je ne suis pas content de Jira, je n'ai pas trouvé encore d'outils mieux. J'impose un certain nombre de reporting, mais que j'essaye de faire caler. Et clairement, je vous enjoins à lire le Scrum Guide 2020. Vraiment. Et surtout, de l'appliquer. Parce qu'on ne peut pas dire Scrum, je prends ou je laisse, il y a des trucs qui ne m'intéressent pas. Il n'y a rien dans le Scrum Guide qui ne doit être laissé. Le cadre doit être effectué comme il est décrit, parce que c'est la garantie que vous allez expérimenter quelque chose qui a été rodé par des gens qui ont réfléchi vraiment fort à ce cadre. Donc, non, mais moi, je ne fais pas de rétro, ou alors je fais un daily tous les 3 jours. C'est pas un daily, connard, tous les 3 jours. Faites-le comme il faut. Donner une chance au cadre d'être utilisé comme il a été conçu.
Là, la bagnole, il dit, oh, moi, les poignées de porte, je les ai enlevées, elles m'ont saoulé. Elles sont moches. Je rentre par la fenêtre. C'est ça qu'on fait avec Scrum. C'est une connerie. Donc, moi, je vous enjoins, si vous utilisez Scrum, et vous n'êtes pas obligé d'utiliser Scrum parce que ça ne convient pas à tout le monde, faites-le correctement. Si vous faites du Kanban, faites-le dans les règles. Limitez le WIP, limitez le nombre de swimlanes, limitez le nombre de colonnes, faites-le simple, faites-le effectif, en flux poussé, comme il faut. Mais faites-le bien. C'est pas grave. Mais ce cadre-là, ça définit l'hygiène de vie au jour le jour de chacune des équipes. C'est hyper important de bien le communiquer, parce que c'est votre règle de vie à tous. Et sans ça, c'est la foire. Alors déjà que c'est dur quand c'est pas la foire, mais alors quand c'est la foire, là, c'est vraiment, vraiment le bordel. Merci beaucoup. Avec plaisir. Moi, de mon côté, en fait, j'ai une petite question par rapport aux priorités, et notamment pour des équipes transverses, qui touchent un petit peu de tout au niveau de l'architecture ou des composantes transverses dans une structure. Ah, c'est mes préférés, ouais. Voilà. Et comment, en fait, on peut gérer mieux les priorités à ce niveau-là, et aussi avoir la capacité aussi de changement de priorités, parce qu'on sait, si les priorités changent, c'est pas pour le plaisir, c'est un besoin derrière. Et comment, en fait, avoir une organisation qui peut absorber cette priorité-là. Putain, les équipes transverses, c'est le point le plus compliqué. En fait, l'agilité ne fonctionne que sur le prisme du produit. Si je modélise toute la stack, c'est pour délimiter, un peu comme on a vu, je ne sais pas si vous étiez au développeur plateforme ou... en fait, c'est ça. Ils font une sorte de passe en DIY, là, mais et ça délimite des services et des produits qu'on peut activer, sur lesquels on peut s'abonner. Quand on a une équipe au-dessus qui fait du design de très haut niveau, si elle n'est pas non plus dans un cadre produit, alors vous rentrez dans une zone de turbulence infernale. Les responsabilités sont diluées. Quand on a une équipe produit, elle doit être en charge du design. Elle doit savoir quelles sont les contraintes à laquelle elle se frotte. On ne design pas un système sans contraintes. Si vous n'avez pas de contraintes, ne faites pas d'architecture, vous allez faire de la merde. Contraintes de temps, contraintes de moyens, contraintes d'argent, contraintes réglementaires, contraintes de conformité, tout ça va permettre de designer le système qui va fitter les contraintes. Si une équipe transverse n'est pas reliée directement à l'outcome du produit, alors ils ont la white card. Ils peuvent foutre le bordel de partout. Et soi-disant, ce sont les meilleurs. Moi, j'engage les gens qui font des équipes transverses plutôt à être en mode je descends dans les équipes produits, je viens prendre la connaissance et de temps en temps, je rencontre mes pairs et je leur dis tu fais ça comment toi? Ah ouais, mais t'es pas allé dans la marketplace pour déposer ton truc? Ah ben non, tu comprends, c'est tellement... Non, je comprends pas. Non, tu dois être transparent, tu dois publier, tu dois communiquer tes résultats et choses comme ça. Donc attention aux équipes transverses qui ne sont pas reliées aux objectifs de l'entreprise ni de chacune des équipes. Vous perdez le sens, vous perdez la responsabilité des gens qui délivrent et c'est le pire qui peut vous arriver. Ça, c'est la spécialité des grandes entreprises. J'ai travaillé dans un nombre d'équipes transverses qui n'avaient aucun sens absolument effarant. Mais il faut quelqu'un qui ait une vision et qui la porte haut et fort, et il faut qu'il ait le feedback de chacune des équipes. On est d'accord, mais dans ce cas-là, il faut déclarer la valeur que tu produis et que tu dis « j'alimente ce produit qui vous aide à gérer l'urbanisme de la totalité du système ». Et je suis un rouage, certes transverse, parce que je permets d'exposer des ressources partagées ou communes, mais je sais pourquoi je travaille et je sais qui sont mes clients. Mes clients ne sont pas ceux du dessus, ce sont ceux du dessous. Et là, tu changes la vision et là, tu changes le delivery. Et ça marche. Ou pas. Mais en tout cas, ça va dépendre des gens. Toujours. Ça dépend toujours des gens.
pour compléter la question, est-ce que les PO ils ont un intérêt d'être dans des équipes techniques et Oui, transverses toujours. dans ce cas? S'il y a un PO, ça veut dire qu'il y a un produit. S'il y a un produit, il y a une valeur. Et donc le transverse devient un produit. Certes, tu vois, sur les 2 colonnes que j'avais, un produit de supervision, typiquement, il faut qu'il ait une interface très claire. Et puis tu n'es pas obligé d'en avoir qu'un seul, parce que tu ne supervises pas un service client comme tu vas superviser une machine avec ton Prometheus, ton Grafana. C'est pas pareil, c'est pas la même nature. Les contraintes sont différentes. Si les contraintes sont différentes, c'est pas le même objet, c'est pas le même produit, c'est pas la même valeur. Donc il faut bien harmoniser les contraintes. Si tu es dans un set de contraintes qui est cohérent pour la même fonction, il faut faire qu'un seul outil. Par contre, si tu es dans un set de contraintes différents, il faut réfléchir. Tu ne conduis pas une 4L comme tu conduis une Ferrari. Tu ne vas pas chercher tes patates en Ferrari et tu ne rentres pas sur un circuit en 4L, pourtant c'est une bagnole. À 4 roues, un moteur, des freins, un embrayage, quoi, c'est pareil. Merci, ça m'a fait me sentir vieux parce que j'ai vécu une implémentation comme tu as faite dans ta boîte il y a quelques années dans une start-up. Alors imagine-toi pour moi. Et, et ben justement, par rapport aux grandes organisations, moi j'ai beaucoup de clients qui sont safe et j'ai besoin d'un billet de confirmation pour que tu vomisses sur safe. Ah oui, j'adore Safe. C'est l'endroit où on perd le plus de sens à la minute. C'est un truc de malade. J'ai participé à des trains Safe quand j'étais chez Orange et j'y ai entendu des âneries, mais un truc incroyable. Safe, ça peut marcher. Déjà, tu ne fais pas d'agilité quand tu chiffres en jour homme. Parce que ça ne marche pas comme ça, parce que la même tâche d'un jeune diplômé ou d'un mec à 15 ans d'expé ne prend pas 4 jours. Il y en a un, il va mettre une demi-journée, et le mec, il va mettre une semaine parce qu'il ne l'a jamais fait de sa vie. Donc déjà, il faut arrêter les conneries, quoi. Il y a beaucoup plus de critères de chiffrage. Ensuite, tu ne mets pas une palanquée de rôles derrière. Hey, j'ai du BO, et j'ai du PMO, et j'ai du Product Management, j'ai des PO. C'est quoi la différence entre Product Management et PO? C'est juste le titre. Ils font le même job. C'est quoi ce bordel? Donc, je suis pour l'agilité à l'échelle, mais raisonnée, organisée, en partie. Il ne faut pas être 100 personnes autour du truc. Ça veut dire qu'on a mal découpé le set de fonctionnalités à livrer. Ça veut dire que les mécanismes de coordination sont overkill comparativement à la valeur qu'on livre, et au final, tout le monde est en retard et tout le monde se met sur la gueule. C'est juste une machine pour faire plaisir aux politiques, quoi. Je déteste... Voilà. Je ne l'ai jamais bien vu appliqué. Je suis sûr que ça pourrait marcher, mais il y a trop de vision politique là-dedans. Et la politique, cette lutte de pouvoir, c'est ce qui tue les équipes techniques. C'est ce qui les empêche de produire ce qu'on leur a demandé de produire au moment de le produire. Parce qu'il y en a un qui pète plus son cul et qui dit ah non, finalement, il ne faut pas faire ça, il faut faire ça. Mais pourquoi? Parce que c'est comme ça a été décidé par la direction. Amène-le-moi. Ouais, c'est amène-le-moi, qui m'explique. Chez Orange, j'ai fait des gros scores. Tu t'en souviens? Je me permets une dernière question. Ah ben... Puisque je suis, je crois, encore toujours le plus jeune de ma boîte et que tu as un peu parlé des jeunes. Non, c'est... Moi, ce que je ne voyais pas forcément dans ta présentation, c'est aussi toute la partie, du coup, je parle vraiment du technicien, de celui qui est en dessous. Est-ce qu'il s'y retrouve dans l'entreprise? Moi, je pense qu'on est tous des acteurs assez perspicaces. On fait la balance entre qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que j'en tire, qu'est-ce que je contribue. Si je contribue trop alors que j'ai rien en retour, je vais arrêter. Si on ne m'augmente pas, si on ne me valorise pas, si on ne me donne pas de formation, etc. Moi, j'ai fait ces calculs très très tôt. Je les ai compris. J'ai vu très vite. J'avais été dans des gros groupes. J'ai vu, c'est un peu aliénant, quoi. On va essayer de trouver ça ailleurs. Et du coup, le manager, des fois, en plus, c'est splitté entre plusieurs personnes qui sont responsables de ta carrière, de tes augmentations, etc. Et voilà, il y a aussi cette dimension-là un peu plus RH qui rentre en jeu pour moi. Alors complètement. Le rôle du manager, c'est de gérer. Hein. Le manager, il gère. Il ne fait pas, il gère. Il laisse faire et il gère. Donc, clairement, les politiques RH, elles portent bien leur nom. Elles gèrent des ressources, pas des gens. Et dans les corps, tu rentres dans les grilles, tu rentres dans une trajectoire qui ne prête pas en compte qui tu es complètement anonymisé et le manager n'a pas le levier ou les ressources, ou alors il faut qu'il soit très créatif pour récompenser les gens qui s'investissent versus
ceux qui ronronnent, et j'ai rien contre les gens qui ronronnent, il faut de tout pour faire un monde. Donc vraiment. Mais clairement, dans mon équipe, quand j'étais chez Orange, j'ai eu des jeunes et j'ai galéré. J'ai galéré parce que ils n'étaient pas prêts à être récompensés à la hauteur de leurs investissements. Et ça tue, parce que le mec, comme tu viens de le dire, il dit à la fin, pourquoi je vais me crever le cul? Il touche 2 fois plus que moi et il n'en fout pas une. Bah, au moins, j'aurai pas d'argent, mais je vais faire pareil. Et c'est normal. Et tu peux rien y faire. Nous, on gérait plein de prestats sur lesquels j'avais pas les moyens de valider l'investissement. Encore plus frustrant, on m'amputait de ma capacité de manager à récompenser les gens avec qui je travaillais. C'est terrible. C'est terrible parce que, déjà, pour gommer ce biais entre les internes et les externes, il faut se battre, il faut travailler cette culture. Et malgré ça, on ne peut rien faire parce que on est obligé de les perdre, on ne peut pas les augmenter. Peut-être le rendre structurel aussi, au-delà de la culture, le système de récompense et de feedback, etc. La culture est une composante de l'hyperstructure. Ouais. Tu vois ? L'hyperstructure, c'est vraiment les fondations mêmes et le découpage en grandes divisions. Et cette culture rejaillit sur ce découpage. Et on peut rien y faire. En plus, en France, on est les spécialistes de c'est pas moi, c'est lui. Donc, je ne peux pas t'augmenter, tu comprends, on ne m'a pas donné le budget. Surtout à l'échelle, j'ai l'impression. Pour des startups, ça peut encore se négocier. Oh, mais tu as des startups où c'est encore pire. On te fait miroiter la Lune et puis on t'amène même pas à Maubeuge, quoi. Tu vois, tu travailles le jour, le soir, le week-end en disant « Ah, t'auras des chers, man, t'inquiète pas ». 6 mois plus tard, ils ont mis la clé sous la porte parce que c'était des teubés, quoi. Et c'est pire. T'as des biais différents, mais t'as des biais aussi. Donc, compliqué, hein. Non. Merci beaucoup. Le tableau n'est pas si noir. Le tableau n'est pas si noir. Il y a des boîtes comme les filles et les garçons. Il y a des boîtes qui ont compris qu'elles n'étaient pas juste des entreprises, ce sont des sociétés. Des sociétés. On vit en société. L'entreprise est un endroit où il faut apprendre à interagir avec autrui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. C'est ça une société. C'est pas juste du capital. C'est toutes les composantes humaines de l'entreprise définissent sa valeur au final. Et on apprend en entreprise à vivre en société. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont oublié ce mot-là, société. Ce ne sont juste que des entreprises. Et c'est très dommage. Merci beaucoup. On vous remercie tous d'être venus donc à la WAX. Ça recommence l'année prochaine. De ce que j'ai compris, c'est le 30 juin l'année prochaine. Et on mettra en ligne donc, les conférences sous 2 semaines. Vous pourrez les retrouver. Donc, toutes celles que vous n'avez pas pu voir aujourd'hui, vous les retrouverez sur YouTube. Et voilà. Merci beaucoup.